Alain du GFLUC. Alors, donc, Alain Vidron, donc, bonjour à tous, et puis merci de participer à cette présentation. Donc, pour me présenter très rapidement, je suis donc Alain Vidron, je suis directeur de projet au GFLUC, donc Groupement des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer. Ex-directeur qualité, puisqu'on est avec la FQP, donc voilà, j'ai un passé qualité dans ma carrière et je suis Schneider Electric, encore Schneider Electric et en mécénat de compétences pour le GFLUC. Voilà, pour ce qui est de ma présentation. Et je présenterai en fin de présentation, après Alexandra, qui est une de nos partenaires spécialisés entre autres dans le retour à l'emploi. Je présenterai le GFLUC un peu plus en détail pour vous expliquer en quoi GFLUC peut vous aider, vous, en tant qu'entreprise, sur la lutte contre le cancer et ce que ça induit pour vos salariés et pour, au niveau entreprise pure et dure, en termes de productivité, d'efficacité. Je reviendrai sur ces sujets-là par la suite. Voilà, Alexandra, tu as la J'y parole. vais. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je vais commencer. Vous allez voir, je me présenterai dans l'intro. Vous avez un cancer. Aujourd'hui, c'est 1000 personnes par jour à qui on annonce cette phrase, ce choc. Donc, vous l'imaginez, c'est un bouleversement, un tsunami. Et j'ai une petite question pour vous. Selon vous, combien cela représente d'actifs? Sur 1000 personnes par jour, combien d'actifs sont concernés? Alors, soit par le chat, mais on n'est pas beaucoup, alors vous pouvez parler. Est-ce que vous avez une idée? Euh, je dirais les deux tiers. Ok. D'autres suggestions? Je sais pas, une petite moitié. Henri? Alors, je vous entends pas, c'est peut-être moi. Non. Ah, voilà, c'est bon, peut-être. Ah non, c'est toi, Alain, qui parlait. Mm. Alors, pour avancer, le temps qu'Henri règle peut-être son problème de micro, mais c'est pas grave, sinon vous pouvez parler par chat, Henri. C'est 400 par jour. Donc, sur 1000 actifs, 400 par jour. Enfin, 400 par jour sont actifs et ça représente à peu près 160 000 personnes par an. Donc, forcément, des personnes qui vont vivre des difficultés, des traitements, des perturbations. Donc, on est là aujourd'hui parce qu'on a besoin de changer de regard sur ces personnes qui sont malades, lever les tabous sur la maladie, mais aussi sur les conséquences que ça a sur la vie sociale et professionnelle. Donc, je suis Alexandra Jauvert, je suis déléguée générale de l'association Sarah en partenaire avec le GFLUC depuis maintenant 4 ans et ça fait 9 ans que je travaille sur le retour à l'emploi des personnes atteintes d'un cancer et donc que je travaille avec des entreprises sur ces situations. Aujourd'hui, on va vous faire un constat de ce qui se passe sur les personnes malades et sur l'entreprise et quelles actions on va pouvoir mettre en place. Donc, pour commencer, hop, voilà, comme ça. On va parler des chiffres. Donc, assez rapidement, on voit qu'aujourd'hui, on a plus de 400 000 nouveaux cas par an en France de cas de cancer, avec une incidence qui augmente chez les hommes et chez les femmes, plus sensiblement chez les femmes. Donc, chez les femmes, avec comme cancer principal le cancer du sein, en deuxième position, cancer colorectal et en troisième position, cancer du poumon. Puis chez l'homme, cancer de la prostate, cancer du poumon et cancer colorectal. Une mortalité qui est en baisse, ça c'est la bonne nouvelle, grâce à la recherche, la prévention et du coup des diagnostics pris plus précocement, on guérit mieux aujourd'hui du cancer. On a deux facteurs de risque qu'on appelle principaux. Premièrement, l'évolution démographique avec un vieillissement de la population.
puisque comme le cancer, c'est une dégénération des cellules, et ben, plus on vieillit, plus nos cellules ont des chances de dégénérer et donc de se transformer en cancer. Et bien évidemment, l'incidence est liée à l'augmentation de la population. Et ensuite, on a les facteurs de risque qu'on appelle risque de cancer. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Le tabac, Le tabac, les expositions à des produits cancérigènes, oui. La nourriture. Pollution, tout ça. Nourriture, l'alimentation. le stress peut-être. Alors, le stress, aujourd'hui, il n'est pas considéré comme un risque de cancer parce qu'en fait, on ne peut pas quantifier. En fait, dans la recherche, on ne peut pas évaluer le stress chez une personne. C'est très compliqué. Donc, on sait, on en parle beaucoup parce que bah, forcément, une personne stressée, elle est plus à même de tomber malade. Mais aujourd'hui, il n'est pas identifié comme un risque reconnu de cancer. Alors, on a dit l'alimentation, l'alcool, qui augmente le risque de cancer. Hein. Si on boit plus de 7 verres par semaine, par exemple, on augmente son risque de cancer du sein. Si c'est plus de 4 verres par jour, on augmente son risque de cancer du foie. Le tabac, bien évidemment. La sédentarité, hein, le fait de pas bouger, de ne pas faire d'activité, ça c'est un risque. La prise de poids aussi, du coup, qui est liée. La pollution, bien évidemment, et les perturbateurs endocriniens. Donc, tous ces produits qu'on retrouve un petit peu partout dans notre alimentation, dans les produits de beauté, etc. Ça augmente le risque. Alors, bien évidemment, si on faisait attention à notre santé et à nos proches, 40% des cancers pourraient être évités, hein, selon l'INCa. Mais, mine de rien, on sait que la société va être de plus en plus confrontée au cancer. Hein. L'Institut Curie, d'ailleurs, a un beau slogan « Ensemble, prenons le cancer de vitesse », parce que selon eux, une personne sur 2 dans sa vie sera touchée par un cancer. Et de plus en plus jeune. Donc, pour les raisons évoquées, hein, de par tous les facteurs de risque qu'on a vus, mais aussi, du coup, les entreprises vont être concernées puisqu'on recule l'âge de la retraite, on est diagnostiqué de plus en plus tôt. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est 400 actifs par jour, mais on sait que ce nombre-là va augmenter. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler du cancer en entreprise. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce que traverse une personne pendant la maladie. Puis, on va voir les impacts que ça a sur les entreprises et les quelques clés pour agir. Donc, pour l'instant, hop, je vous laisse. On va commencer par un petit témoignage. On va parler du coup des 3 étapes. Donc, il y a 3 étapes dans la maladie, l'annonce, les traitements et le retour. Hop. L'annonce était très 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 difficile. En fait, quand on vous annonce un cancer, c'est comme s'il y a le monde qui vous tombe sur vos épaules. J'étais accompagnée d'une copine et j'ai failli malheureusement tomber dans les pommes. Je suis resté presque 1 an sans savoir, en ayant mal, en souffrant, en dormant plus. Une fois que j'ai appris que j'avais ce cancer, j'ai pu me poser une annonce sur cette maladie. Les questions liées à la maladie, donc liées au cancer, on se les pose, mais après, une fois qu'on a accepté, qu'on a digéré qu'on avait un cancer. Et j'ai cherché à savoir d'où pouvait provenir ce cancer. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai questionné mes médecins, les infirmières. J'ai quand même cherché à comprendre s'il y avait quand même un fondement à cette maladie. J'ai jamais su exactement pourquoi j'ai eu ce cancer. Parce que mon cancer, je l'ai vécu sans penser au cancer. Donc ça s'est passé, je dirais, comme une lettre à la poste. Et puis ça m'a pas choqué. Bon, comme on pourrait me prendre pour quelqu'un d'inconscient, mais c'est pas le cas. J'ai fait comme si je n'avais pas de cancer.
Donc, j'ai une vieille habitude de rugbyman, c'est de me battre. Donc là, je me suis battu et puis j'ai fait abstraction complètement de cette maladie. Donc là, comme on peut voir, on a 3 types de situations différentes. Donc chaque situation est unique hein, en fonction des perceptions qu'on a de la maladie, son histoire, de son vécu. Donc les réactions peuvent être différentes. Hein. Là, la dernière personne, lui, il a avancé tête baissée. Après, on peut s'imaginer, vous verrez dans l'après, que ça peut retomber. Hein. Là, il est encore peut-être un peu dans la partie je me suis soignée, j'ai suivi les lignes, et puis il y a un moment donné où l'émotionnel prend quand même le dessus. Mais en effet, en fait, le choc de l'annonce, il est différent, et donc du coup, les réactions et comportements diffèrent. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est le début d'un parcours long et fastidieux pour le patient. Les protocoles de traitement, donc ça aussi, on va voir différents petits témoignages. Encore une fois, chaque cas est unique, il y a différents protocoles. On a les traitements qu'on appelle dits locaux, la chirurgie et la radiothérapie. Donc ça qui peut être mené pour les cancers. Et généraux, les traitements généraux sont la chimiothérapie, l'immunothérapie, etc. Et l'hormonothérapie. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de traitements. Et la particularité du cancer, c'est que souvent, ces traitements se cumulent. C'est-à-dire qu'on a soit une chirurgie pour enlever la tumeur, puis de la chimiothérapie, puis de la radiothérapie. Parfois, on a uniquement de la chimiothérapie, on n'enlève pas la tumeur. Enfin voilà, chaque protocole est bien différent avec des effets du coup secondaires qui peuvent s'accumuler. J'ai eu une chimiothérapie qui a duré 4 mois. Les effets secondaires ont été multiples. La fatigue, les nausées, la sécheresse cutanée, les boutons, et puis ensuite les effets secondaires qu'on connaît aussi, perte de cheveux, de cils, de sourcils, voilà. En fait, j'ai eu une perte de sensibilité aussi au niveau des extrémités, qui était de plus en plus violente au cours du traitement, au point où à la fin, je ne sentais plus mes doigts. Je rentre alors dans les phases de protocole et je vais me retrouver confronté à la chimiothérapie, la radiothérapie, et donc à ces effets secondaires dont on entend parler, mais qu'il faut vivre pour réellement les comprendre. Si on énumère quelques-uns, hein, nausées, vomissements, les douleurs articulaires, musculaires, la fatigue, la perte de poids, la modification du goût, de l'odorat, changement de physique, etc., etc. En fait, ce qu'on remarque aussi dans les effets secondaires des traitements, et c'est que du coup, ça altère un peu tout le pilier d'une personne, c'est-à-dire à la fois son physique, son psychique, son mental, tout est lié, quoi. C'est-à-dire on a des douleurs suite au traitement qui peuvent être, comme on l'a dit, musculaires, perte de sensation. Ça touche aussi l'alimentation. Hein. Moi, les bénéficiaires nous en parlent. Hein, ce changement de goût, quand on a la chimio, ça donne comme un goût de fer. Parfois l'alimentation. Donc, il y a cette notion aussi de plus avoir plaisir en rien avec ça. Et puis, ça touche aussi au physique, donc à l'image de soi. Perte de cheveux, de sourcils, de cils. Vraiment, on a aussi cette étiquette physique de dire qu'on est malade. Et ça, c'est souvent très dur à vivre, et notamment comme ça persiste un peu dans le temps, c'est directement aussi lié au retour à l'emploi. Bien heureusement, aujourd'hui, il y a des ressources pour pallier à tous ces effets, en tout cas à beaucoup d'effets secondaires. On appelle ça les soins de support. Est-ce que vous connaissez cette notion de soins de support? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Qu'est-ce que ça pourrait être selon vous? Des soins pour atténuer un peu tous les effets négatifs durant le traitement? Oui, tout à fait. Ce sont des soins vraiment pour améliorer la qualité de vie des patients, du coup, qui sont traités et qui vont agir, du coup, pour un soutien psychologique.
Soutien physique aussi, pour l'activité physique, c'est un pôle très important. Et aussi, ça peut compter l'aide administrative. Donc, soutien psychologique, améliorer la qualité de vie mentale pour apaiser ces souffrances psychiques et mentales dont j'ai parlé. Et ça donne des ressources émotionnelles. Donc, comment? Il y a des groupes de parole qui sont créés, des psychologues à l'hôpital, mais pas que. Ça peut passer par l'art-thérapie aussi, qui est pratiquée, la sophrologie, l'hypnose, etc. Tous ces soins de support peuvent être pratiqués pendant les traitements et après. Donc, il y a des hôpitaux où il est possible d'avoir accès à ces soins de support et d'autres où il faut se tourner vers des associations de patients qui les proposent. L'activité physique adaptée aujourd'hui est vraiment prouvée pour notamment améliorer la sensation de fatigue. On parle bien d'amélioration de la sensation, c'est-à-dire qu'on est toujours fatigué, mais ça permet de pouvoir tenir. Donc, ça apaise les souffrances physiques et les effets secondaires. Ça donne des ressources pareilles, émotionnelles et physiques. Donc, comment? Pareil, il y a des programmes activités physiques adaptées au sein des hôpitaux ou auprès des associations de patients. Ensuite, l'aide administrative, c'est un point qui pourrait être pensé comme un peu à part, mais qui est très important parce que quand on est malade, en fait, on a énormément de choses à faire, de papiers à remplir, de dossiers à envoyer, etc. Et que c'est très lourd pour le patient. Donc, auprès des assistantes sociales, du médecin du travail, du médecin traitant, on peut avoir aussi des aides sur cette partie-là, notamment quand la personne veut faire la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Nous, on lui suggère bien évidemment de se faire accompagner parce que c'est des gros dossiers qui peuvent prendre du temps et parfois on n'a pas l'énergie à déployer là-dedans. Donc voilà, les soins de support, c'est vraiment très large et ça prend en compte un peu tous ces aspects et l'environnement de la personne. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a passé l'annonce, les traitements, on est dans l'après-maladie. À l'hôpital, on nous dit c'est bon, c'est fini, on se revoit dans 3 mois, on ne voit plus rien sur les images, vous pouvez retourner à votre vie. Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Eh bien, cette situation-là, elle est très difficile. Nous, nos bénéficiaires nous disent que c'est presque aussi difficile que faire face au traitement. Même parfois, il y en a qui nous disent que c'est plus difficile. Donc, encore une fois, c'est la perception de chacun en fonction des traitements qu'ils ont eus. Mais 100% de nos bénéficiaires nous disent que c'est un peu le parcours du combattant. La double peine, pourquoi? Parce qu'ils ont un sentiment d'abandon. Un sentiment d'abandon de la part à la fois du soutien hospitalier, c'est-à-dire que pendant les traitements, on est pris en charge, on a tout un protocole, on a un planning qu'on suit, qu'on nous fait suivre. En fait, on est guidé, on est entouré, et d'un coup, on n'a plus rien. Donc, on se sent abandonné, on se dit, voilà, ils nous disent merci, au revoir, mais moi, je fais quoi de ça? Aussi des aidants, parce que les aidants qui étaient présents pendant la maladie, qui ont aussi donné beaucoup de leur temps, de leur énergie, qui ont aussi font face à leurs propres émotions, à leurs peurs, du coup, ils sont rassurés, ils se disent c'est bon, c'est fini, je peux relâcher un petit peu la pression. Et donc, du coup, sont peut-être moins présents pour cette personne-là. Encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est normal. Mais du coup, la personne se retrouve avec un peu un double abandon. Du coup, une perte de repères, parce que ces personnes-là, elles se font laisser, on se dit super, maintenant, je fais quoi? On me dit qu'il faut que je retourne au travail, mais moi, je ne me sens pas. Comment je le fais? On gère encore les effets secondaires. C'est-à-dire que les effets secondaires, ils n'arrêtent pas le lendemain de sa dernière chimio. Quand on a détruit l'ensemble des cellules dans le corps, ça va mettre du temps à se régénérer et à récupérer. Donc, ils ont à la fois aussi à gérer les effets secondaires. La perte de confiance, bien évidemment, puisque du coup, c'est un peu en cascade. On a ce sentiment d'abandon qui nous amène des pertes de repères. On doit faire face aux effets secondaires, donc on se dit qu'on n'est plus en capacité de rien faire, on est fatigué, on n'a pas d'énergie, c'est difficile d'avancer. Et donc, forcément, ça a des conséquences directement sur notre travail, sur si on reprend le travail maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les conséquences sur le travail, très directement, les effets secondaires. 63,5% des personnes souffrent encore de séquelles dues au cancer ou au traitement 5 ans après diagnostic. Donc, c'est très long.
Donc, c'est au moment du diagnostic, hein, c'est-à-dire au moment de l'annonce, 5 ans après, on peut encore avoir des effets secondaires. Donc, le top 3, c'est la fatigue. Donc là, on est sur de la fatigue dite chronique, c'est-à-dire que c'est une fatigue où le fait de dormir ne va pas arranger cette problématique-là. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une batterie, notre ordinateur, de 30 ou 40%. On a beau le charger plus, vous êtes d'accord, elle ne va pas monter à 100. Et bien là, c'est exactement pareil pour la personne. Alors, à beau dormir, se reposer, elle ne pourra pas se recharger à plus que 30%. Et donc, du coup, très fatigable, puisque beaucoup moins d'énergie de base. Donc, bien évidemment, quand elle descend à 10, elle peut se régénérer en dormant, mais c'est-à-dire qu'elle se réveille déjà, cette personne-là, elle est fatiguée. Et ça, c'est très dur parce que du coup, quand on retourne dans le monde du travail ou dans sa vie sociale, les personnes ont du mal à comprendre cette fatigue-là. Puisque, par exemple, c'est déjà arrivé, hein, des personnes m'ont dit mais moi, je me suis pris des réflexions parce qu'ils m'ont vu le samedi jouer avec mes enfants au parc et du coup, ils ne comprenaient pas pourquoi le lundi matin, j'étais fatiguée. Bah oui, mais on est très fatigable, donc on n'arrête pas de vivre et donc du coup, bah, on va jouer au parc et ça veut dire que qu'on va peut-être mettre 2 jours pour s'en remettre, quoi. Et donc ça, dans l'esprit des gens, c'est complexe à comprendre. Donc cette fatigue, c'est vraiment, vraiment un frein au retour à l'emploi. Et ça, moi, chez les personnes que j'accompagne au quotidien, en ce moment, c'est 100% des bénéficiaires qui souffrent de fatigue chronique. Difficulté de concentration et de mémoire. Donc ça, ce qu'on appelle le oncobrain. Donc, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, il y a un petit point rouge que moi, je vois. Et c'est concentre-toi sur le triangle rouge. Donc ça, c'est une personne qui dit à la personne. La personne malade lui dit « Ah, quoi, je ne vois rien, moi. » Mais si, là, la forme, là, derrière le nuage. Et l'autre personne dit « Mais quel nuage ?» Voilà, donc ça, le oncobrain, c'est des personnes, et c'est aussi très souvent le cas, qui ont un espèce de brouillard qui fait qu'ils ont du mal à voir. Donc ça, c'est une séquelle. Mais il y a aussi des troubles, du coup, de concentration. Donc forcément, si on a ça, on a du mal à voir, mais de concentration et de mémoire. Donc la mémoire, c'est la mémoire immédiate. Par exemple, moi, j'ai aussi une bénéficiaire qui a vraiment des grosses problématiques liées à cela, qui me dit, la dernière fois, ma collègue m'a dit, bon, on se fait un petit point demain à 9 h. Et elle me dit, je suis revenue à mon bureau et j'avais déjà oublié l'heure à laquelle elle m'avait dit. Et qui n'ose pas redemander, forcément. Donc, du coup, là, ce serait aussi de faire attention, de noter, etc. Quand on sait qu'il y a ces problématiques-là, nous, on conseille aussi aux personnes, aux équipes et aux collègues d'y faire attention et de plutôt aller noter les choses pour que la personne n'ait pas à chaque fois à redemander. Pareil, cette personne-là, c'est une personne qui travaille en informatique, qui code. Et donc, du coup, quand on a des problèmes de concentration et de mémoire, quand on est toute la journée devant l'ordinateur, c'est très problématique. Donc, elle a été assez longtemps en mi-temps thérapeutique parce qu'en fait, elle ne pouvait pas faire plus. C'est-à-dire que ça lui demandait tellement de concentration que c'était compliqué pour elle, la reprise de travail. Donc, en fonction, en plus de certains postes, quand on a ces problématiques-là, c'est plus difficile. Si on prend l'exemple de la fatigue, quelqu'un qui va travailler, qui va être jardinier, ou qui va avoir un travail qui lui demande physiquement de l'énergie, ça va être compliqué aussi. Et puis, l'anxiété et la dépression. Donc ça arrive souvent dans les 6 mois, 9 mois après les traitements. C'est pour ça que je vous parlais de ce monsieur qui témoignait de l'annonce et qui disait « Moi, je me suis battue comme un rugbyman ». Parfois, les gens, en fait, ils ont besoin de se concentrer sur les traitements et donc de faire taire un peu cette part émotionnelle au départ, mais qui va ressurgir à un moment donné. Et qui va ressurgir aussi à cause des traitements qui vont faire déclencher cela après la fin de leur traitement. Conséquences sur la vie sociale, bien évidemment. Donc, il y a une perte de revenus. 60% des personnes déclarent une perte de revenus due au reste à charge parce que la plupart des médecins ne sont pas forcément conventionnés. Si on n'a pas une bonne mutuelle, c'est nous qui payons le reste à charge. Les prothèses, les perruques, les soins de support. Il y a vraiment une inégalité aujourd'hui en France concernant ces sujets-là, puisque dans certains hôpitaux,
Si on a la chance, on peut trouver du coup des soins de support gratuits ou des associations qui en procurent. Mais si on habite au fin fond de l'Ardèche et qu'il n'y a rien autour, ben, on n'y a pas accès. C'est plus compliqué. Des difficultés émotionnelles, comme je vous l'ai dit. Pour certains, c'est la perte de l'acquis de toute une vie, hein, d'un statut aussi social, c'est-à-dire qu'on est devenu le cancéreux. Et comme aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites par le travail, quand on ne travaille plus, bah, on a ce sentiment d'être plus grand-chose. Comme je vous le disais, une perte financière et le regard des autres et l'image de soi. Deuxième étape, l'entreprise. Un petit point sur la situation. Donc, c'est encore un sujet tabou hein, en entreprise, très clairement, même si ça s'améliore, il faut le dire. On est quand même sur un sujet tabou. Comme on le disait, 1000 personnes diagnostiquées par jour en France, dont 400 sont actifs. Et 50% des actifs pensent encore qu'il est difficile de révéler son cancer en entreprise. Donc, qui ont peur, en fait, de le dire. Comme on le disait, de plus en plus d'actifs touchés donc d'entreprises. Aujourd'hui, 80% des actifs touchés reprennent une activité professionnelle. Pardon, ça, c'est un chiffre qui est assez énorme puisqu'avant, ce n'était pas le cas. Grâce à l'avancée de la recherche, même si les traitements sont encore lourds, ils le sont beaucoup moins qu'il y a 30 ans, les personnes peuvent reprendre une activité professionnelle. Avant, on avait un cancer, soit on mourait, soit on avait un handicap et on n'était plus en capacité de travailler, très clairement. Aujourd'hui, on reprend. Donc, il y a 2 personnes sur 3 qui sont toujours en emploi 2 ans après le diagnostic. Donc, ça veut quand même dire qu'il y a 1/3 des personnes qui quittent ou perdent son emploi après la maladie. Alors là, je n'ai pas la proportion de ceux qui perdent parce qu'ils se sont fait licencier et ceux qui le quittent par choix. 20% des salariés déclarent avoir fait l'objet de mesures discriminatoires. Moi, là, quand j'ai commencé il y a 9 ans, il y a une personne que j'ai accompagnée qui m'a dit je suis retournée au travail, je n'avais pas de bureau, pas d'ordinateur, rien du tout. Donc, ça faisait 1 an qu'elle se battait contre la maladie, elle s'en sort et elle retourne en entreprise. Et en fait, elle n'a pas du tout sa place, quoi. Ben, je peux vous dire qu'une semaine après, elle était de nouveau en arrêt maladie. Et 51% des Français considèrent que lorsqu'on a eu un cancer, on n'est plus capable de travailler comme avant. Donc, les idées reçues aussi des autres sur cette incapacité qu'une personne qui aurait été malade aurait après la maladie. Donc, pour l'entreprise aussi, quand même, très clairement, il se passe des choses, hein. On a aussi ces 3 étapes. L'étape de l'annonce, puisque la personne va bien annoncer à un moment donné à un autre, à son manager ou à ses RH qu'elle est malade. Alors, elle va dire ou pas qu'elle a un cancer, mais en tout cas, il va y avoir l'annonce. L'absence du salarié pendant ces traitements et le retour. Donc, on retrouve ces 3 mêmes étapes. À l'annonce, bah, c'est un choc aussi émotionnel hein, pour les gens, pour la personne, pour le manager ou pour le collègue. Des peurs associées à cette annonce, hein, peur de voir la personne partir, peur de se dire mais mince, qu'est-ce qui va se passer pour mon entreprise? Donc du coup des maladresses qui peuvent s'en suivre quand on parle à la personne et des questionnements aussi de se dire mais comment je vais gérer ça, comment on va la remplacer, etc., etc. Combien de temps elle va partir? Voilà, l'annonce, ça peut être aussi un choc pour l'entreprise. Pendant l'absence, bah, on se pose des questions aussi sur la réorganisation interne, comment on va gérer, des projections de la durée de l'absence. Bon, bah, elle devait revenir au mois de juin, finalement, elle prolonge de 3 mois, ça veut dire que c'est grave, elle a rechuté, etc. Qui amène à des questionnements, des projections aussi sur sa propre expérience par rapport à la maladie, hein, de se dire, ah ben moi, j'ai une personne dans ma famille qui a eu ce cancer-là, il n'est jamais revenu au travail, il est en incapacité de travailler, etc., etc. Donc, beaucoup de questionnements aussi pendant l'absence.
et le retour, s'il y en a un. Pareil, des questionnements, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'il est en capacité de faire ou en incapacité de faire. Des peurs, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je peux lui dire face à ça. Du coup, des maladresses, une maladresse typique quand on revoit une personne, c'est ah, t'as bonne mine. Voilà, on ne sait pas quoi dire, donc on va aller chercher quelque chose de positif, sauf que du coup, parfois, on tombe pile poil sur là où la personne ne voulait pas se focaliser, c'est-à-dire son image physique, pour lequel on a vu les problématiques associées. À la perte de cheveux, parce que par exemple, la perte de cheveux, quand le bulbe est complètement atteint et que ça repousse, on peut, par exemple, c'est comme si moi, je revenais blonde aux cheveux bouclés. Et très clairement, ça arrive dans la majorité des cas. Les personnes, physiquement, ont beaucoup changé. La dernière fois, il y a une personne qu'on accompagne qui m'a dit « Ah, j'ai revu des anciens collègues, il y en a, ils ne m'ont pas reconnu. » Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention et que c'est important de le savoir parce qu'il vaut mieux rien dire aussi que de se focaliser sur l'image en tout cas. Après, si on émet une maladresse, comme je le dis tout le temps, c'est OK aussi d'être maladroit. On ne peut pas toujours dire les bons mots au bon moment. On peut revenir dessus. Peut-être si on voit qu'on lui a dit « ta bonne mine » et qu'elle dit pas vraiment ou que ça l'embête, on peut dire « bon, je suis vraiment désolée, c'est qu'en fait, je ne sais pas quoi te dire. » Et du coup, c'est sorti comme ça. Et du coup, le retour aussi amène une réorganisation interne. Comme on le sait, dans une entreprise, on est un système. Donc, quand une personne sort du système, ça perturbe, comme on l'a vu, mais quand elle revient aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a été remplacée, cette personne-là? Le remplaçant, s'il a été apprécié, est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va lui dire de partir? Parce que ça aussi, émotionnellement, pour l'équipe, c'est compliqué à gérer. Si elle n'a pas été remplacée, qui a gardé les dossiers, comment on réorganise tout ça pour que chacun puisse aussi trouver sa juste place. Donc voilà, ces 3 étapes, elles sont complexes, à la fois d'une manière, comme on l'a vu, organisationnelle, mais aussi émotionnelle. Donc, il y a 73% des personnes qui déclarent être perturbées par la maladie de leurs collègues. Pardon. Donc, forcément, comme on voit, ça perturbe à la fois l'équipe, le manager et le salarié. Là, je vous propose un petit témoignage d'un manager qui a vécu la J'ai été situation. confronté à cette situation 2 fois au cours de ma carrière. Et je dois dire que lorsque j'ai appris cette information, que le salarié était touché par le cancer, j'ai déjà eu bien entendu un sentiment de tristesse, mais aussi de la surprise, parce que en fait, en tant que manager, nous ne sommes pas franchement préparés à vivre cette situation. Et je ne savais pas quelle attitude adopter pour ne pas blesser, sans faire comme si de rien n'était. Je me suis adressé à ma hiérarchie, qui certes était bienveillante, mais ne m'a malheureusement pas beaucoup aidé pour relever ce challenge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par rassurer le salarié sur l'état d'esprit de l'entreprise face à cette situation et de le conforter en lui confirmant la bienveillance dont il allait pouvoir bénéficier. Et comme c'est en plus une période de doute pour le salarié, j'ai fait en sorte, dans mes actions, de lui redonner confiance sur ses capacités. J'ai dû trouver aussi un rythme de travail adapté à cette situation, notamment limiter les déplacements. Nous avions beaucoup de déplacements. Et puis par ailleurs aussi, j'ai fait en sorte de veiller à ce que ne pas déclencher un ressentiment des autres salariés à l'égard de salarié qui revenait des soins,
par engendrer un sentiment de favoritisme. Voilà. Donc ça aussi, c'était important pour moi. En fait, ce que je... Du coup, comme on voit là, bon, il était démuni hein, au départ, puis il s'est mis en action. Donc, il a fait, sans le savoir humainement, ce qu'il faut faire. Après, on voit bien qu'il aurait aimé être accompagné et soutenu, et c'est ce qui lui a manqué aussi. Donc, ça, c'est important, mine de rien. Donc, il a quand même écouté. Il s'est écouté lui-même par l'envie aussi d'aider cette personne. Il a écouté la personne sur ses besoins. Il a su mettre en place, du coup, une organisation à la fois pour son équipe et son salarié qui pouvait convenir, puisqu'il a été aussi à l'écoute de son équipe. Et ça, c'est important. Il ne faut pas les négliger non plus. Hein, parce que, comme on dit, on est dans un système, donc tout le monde doit trouver sa juste place. Donc, finalement, écouter, s'écouter, essayer de trouver des solutions et les mettre en place par la suite. Donc, la maladie, comme on l'a vu, ça rend vulnérable. Ça, c'est un fait. Il y a des fragilités qui sont là, certes, mais les vulnérabilités, pour nous, en tout cas avec le GFLUIC et l'association Sarah, sont des forces. Donc là, je vais vous montrer une vidéo sur la compétence Fighting Cancer, donc qui est destinée à des recruteurs, mais qui, moi, je pense, est très parlante pour toutes les entreprises. Pendant mes études, j'ai été atteinte d'un cancer et finalement, cette expérience, je crois que c'est ma première compétence. C'est une expérience dont paradoxalement nous pouvons sortir grandis de par les énergies qu'elle mobilise, la combativité et cette volonté de vaincre. Dans mon entreprise, nous parlons du cancer. Nous avons libéré la parole pour mieux intégrer les malades. La compétence Fighting Cancer va permettre de faire changer le regard porté sur les malades dans le milieu professionnel. J'ai perdu un poumon, j'ai perdu mon travail, mais j'ai jamais été aussi fort. Donc, cette vidéo, elle est assez puissante finalement dans ce que ça peut apporter. C'est aussi notre rôle à nous, hein, accompagnants au quotidien auprès des personnes, mais aussi des entreprises, de montrer ça, de se dire, OK, il y a des vulnérabilités, on va y faire attention parce que c'est trouver ce juste milieu aussi entre être à l'écoute de toutes ces difficultés par lesquelles elle a passé et par lesquelles elle passe encore, mais tout en montrant qu'elle a les capacités et qu'en elle, il y a des choses assez extraordinaires qui sont là et qui peuvent aussi servir d'exemple. Donc, pour nous, c'est une vraie conviction de dire qu'il faut favoriser le retour à l'emploi ou le maintien à l'emploi, parce qu'il y a des personnes qui décident aussi de travailler pendant les traitements, et que c'est une nécessité pour le mieux-être, bien évidemment, au travail pour le salarié malade. On renforce sa motivation, on augmente sa créativité. Du coup, on augmente la productivité et l'atteinte de ses objectifs. Donc, du coup, ça joue sur sa confiance. Et on baisse le taux d'absentéisme et de risque d'arrêt maladie de cette personne-là. Pour l'entreprise,
ça permet une performance sociale et économique, favoriser la confiance des collaborateurs, puisque du coup, on a accompagné la personne, on communique sur le cancer et donc du coup, on met en confiance, on se dit, ah, si cette entreprise fait ça pour ses salariés, moi, je suis fière et je suis contente et j'ai confiance en cette entreprise. Donc, ça va renforcer mon engagement et mon implication au sein de cette entreprise. Et ça va stimuler la motivation. Aussi, ça préserve les liens sociaux entre l'entreprise, puisque du coup, on met en place des choses ensemble pour le retour de ce salarié ou pour son maintien dans l'emploi. Donc, ça renforce les liens et la cohésion entre eux. Et là, économiquement, ça diminue les coûts qu'on appelle les coûts de friction qui sont liés à l'absentéisme, du coup aux arrêts maladie, au remplacement, etc., etc. Donc, favoriser le retour et le maintien, donc c'est très bien pour la personne, mais c'est aussi très important pour l'entreprise, socialement et économiquement. Donc maintenant, comment on fait? Tout d'abord, on garde le contact. Donc ça, ce n'est pas toujours évident à faire, mais c'est très important de limiter les ruptures. Donc bien évidemment, on demande en amont au collaborateur si elle veut bien garder contact. Si la personne veut bien garder contact, on le fait. Si elle ne veut pas, on respecte. Ça, c'est le b.a.-ba. Et ensuite, pour être sûr de le faire correctement, on lui demande aussi par quel biais elle souhaite garder contact. Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est la RH? Est-ce que c'est des collègues? Et ne pas hésiter à redemander aussi régulièrement parce qu'on peut changer d'avis. Bien évidemment, on est tient informé des changements de l'entreprise. S'il y a un gros changement, nous, ça m'est arrivé aussi au début de la création de l'association que des personnes me disent ah ben moi, il y a 3 personnes de mon équipe qui sont parties. Quand je suis revenue, je n'étais pas au courant. Donc ça aussi, c'est un choc au retour, quoi. Quand on ne sait pas ce qui s'est passé et qu'on apprend les choses tout d'un coup, c'est problématique. Donc les tenir informés des changements de l'entreprise. Et créer des occasions de se voir de manière informelle ou de manière formelle. Alors ça aussi, c'est par étapes. Bien évidemment, quand la personne va nous annoncer qu'elle est malade, on va d'abord lui demander si elle veut garder contact, etc. Comment elle veut le faire, si c'est plutôt elle ou pas. Et puis après, on va plutôt lui envoyer des SMS. Si elle est OK, un peu après, lui passer un coup de fil. Et puis, à l'approche du retour, on va essayer de se voir physiquement. Ça peut aussi passer par, au départ, une visio pour la mettre à l'aise. Et puis après, le faire d'une manière physique. Y aller aussi étape par étape. Instaurer la confiance donc, par la communication. La communication entre vous, c'est le point clé. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans la tête de l'autre. Ce qui va nous plaire à nous ne va pas forcément plaire à l'autre. Donc, la difficulté, si on se met, alors c'est bienveillant d'essayer de se mettre à la place de la personne, mais d'une certaine manière, on peut tomber à côté. Voilà, c'est-à-dire que si la personne, vous lui envoyez des fleurs ou vous lui faites un cadeau régulièrement parce que vous dites que ça vous fait plaisir, elle, peut-être que ça va la gêner. Alors que si très clairement, on lui pose la question en lui disant si on t'envoie des fleurs ou si on fait un repas pour toi, est-ce que ça te plairait? Du coup, on va tomber juste puisque la personne va nous dire explicitement ce dont elle a besoin. Donc, vraiment, pas hésiter à lui dire de quoi tu as besoin en ce moment? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? On n'évoque jamais son état de santé sans avoir sa permission, ça c'est clair, c'est de la confiance aussi. Et si la personne souhaite parler ouvertement de sa situation dans l'équipe, vous pouvez aussi voir quel est le meilleur moment aussi pour l'équipe et pour vous de le faire. Anticiper la reprise, ça c'est aussi un point qui est très très important. On se dit, oui, la reprise au travail pendant les traitements, c'est pas quelque chose c'est peut-être pas le bon moment, et pourtant. Anticiper la reprise, ça permet de pouvoir faire en sorte qu'elle se passe bien. Donc, du coup, c'est pas hésiter à vous entourer des acteurs dont vous avez besoin pour pouvoir l'informer et l'accompagner sur les questionnements. Sur les questionnements, par exemple, d'aménagement ou de droit, de RQTH, etc. C'est lui faciliter aussi l'accès à ces aménagements. Donc, plus on anticipe, plus c'est facile de les mettre en place. Surtout si quelqu'un a un handicap, que du jour au lendemain, elle ne peut plus porter de fortes charges. Si elle revient le jour J de son retour en vous disant en fait, je ne peux plus porter ces charges-là, c'est plus difficile de pouvoir s'adapter. Alors que si on le sait en amont, c'est plus simple. Et ça, si on a gardé le lien, la personne va plus facilement vous le dire aussi.
Et bien évidemment, travailler en amont sur la reprise du poste de travail. Ça, c'est ce qu'on fait avec le GFLUC, très concrètement avec un tableau de listing des tâches où on va voir toutes les tâches que la personne fait et ses capacités à les faire en lien avec le médecin du travail. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ce qu'on fait aujourd'hui, sensibiliser les collaborateurs, oser parler de la maladie en entreprise, puisque comme je vous le disais, ça instaure la confiance. Donc, ce 51% des personnes qui pensent qu'il est difficile de révéler son cancer, nous, aujourd'hui, on essaye de le baisser. Plus on va parler de la maladie, plus les personnes vont oser le faire, plus elles vont avoir confiance et plus l'entreprise va pouvoir mettre en place des choses pour faciliter le retour. Et du coup, plus le retour est facilité, plus la personne, elle redevient performante avec des valeurs, etc., ce qui est bon pour l'entreprise. On peut s'entourer d'experts si besoin, si nécessaire. Il y a certaines entreprises qui le font déjà sans avoir besoin d'accompagnement et d'autres qui en ont besoin. Et accompagner et former les équipes dans le retour à l'emploi après un cancer, puisque comme je vous le dis, elles sont aussi directement concernées. Il n'y a pas que le salarié. Et pour finir, une dernière petite vidéo, et j'aurais tenu mon timing de 45 minutes. Ça va? C'est un cancer. Je sais pas si je vais t'aider, chérie. You're gonna be okay. C'est bien. C'est bien de Voilà pour conclure, ce qui montre bien le parcours, l'annonce, les traitements et le retour au travail à la fin. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions. Merci Alexandra. Bon, je vais faire une petite présentation sur le GFLUC et en quoi cette association peut vous aider, vous, au niveau des entreprises. Je vais prendre ça pour partager. Non, Est-ce que vous voyez mon écran? D'accord, très bien. Alors, le GFLUC, donc c'est le groupement des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer. Le GFLUC, le nôtre, on fait partie d'une fédération, donc on couvre l'ensemble des territoires français. Pour ce qui nous concerne, c'est tout ce qui est l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Savoie, l'Isère et la Savoie. On est donc une association loi 1901, on est affilié à une fédération qui est le GFLUC France, qui est reconnue d'utilité publique. Et sur nos régions, on a été créé en 1975, donc on a presque 50 ans d'âge. Comme Alexandra vous l'a présenté, donc le cancer, c'est la maladie la plus présente en entreprise. Et en moyenne, donc pour un effectif de 100 salariés, c'est un nouveau cas de cancer par an. Deux chiffres importants que Alexandra a cités: 40% des cancers sont évitables et 80% des salariés concernés par un cancer reprendront leur emploi. Ce qui fait que pour les entreprises, l'intérêt à faire de la prévention et à gérer l'accompagnement de leurs salariés au retour, au maintien et au retour en emploi. Donc, pour quelles raisons? Les raisons, Alexandra en a largement parlé. Donc, c'est un avantage économique et concurrentiel pour l'entreprise. C'est réduire les arrêts maladie. C'est aussi accompagner son salarié malade à son retour à l'emploi, savoir le réintégrer le mieux possible pour éviter de nouveaux arrêts maladie et donc limiter les problèmes de désorganisation
Et ça, donc, tout ça a un impact direct sur la productivité et l'efficacité de l'entreprise. C'est aussi une marque employeur, aussi bien en interne, et Alexandra en a parlé, hein, c'est si on accompagne et si on gère la maladie correctement dans son entreprise, ben, ma foi, ceux qui ne le sont pas encore savent que s'ils passent par la case maladie, ils seront accompagnés par leur entreprise. Et en termes d'attractivité et de fidélité, il y a un renfort qui est absolument non négligeable. Et puis, il y a la responsabilité sociétale des entreprises de travailler sur le bien-être des salariés. Pour cela, le GFLUC est là pour vous aider au travers de 3 offres de services. 2 offres, je teste et je préviens. Alors, je, c'est pour rappeler GFLUC, hein, ce n'est pas une faute d'orthographe. Je teste et je préviens sont 2 outils pour la prévention. Donc, Je teste est un outil de dépistage des comportements modifiables. C'est un outil qui fonctionne sur un PC qui permet de passer en revue un certain nombre de questionnaires sur nos habitudes de vie, notre hygiène de vie. Et ça donne un état des lieux à la personne sur ce qu'il faudrait qu'elle fasse évoluer à court ou moyen terme. Ça donne aussi à l'entreprise une vision du risque sur son entreprise, sur ses salariés. Le Je préviens est plutôt orienté vers la sensibilisation, l'information sur tous les aléas qui peuvent avoir un impact sur le risque cancer. Donc, ce sont des ateliers sous forme en présentiel ou en distanciel, sous forme de webinars ou alors donc en présentiel, qui durent en général 1 heure. Tout ça est réalisé par des professionnels de chacun des sujets. Donc, on passe en revue tout ce qui est le tabac, l'alimentation, les cancers de la peau, on passe en revue l'importance de faire du sport donc, ou l'impact de la sédentarité, des ateliers spécialisés sur le cancer du sein, sur les cancers de l'homme. On a aussi des ateliers sur aider les aidants en entreprise, sur aussi l'accueil du décès, sur l'accompagnement au retour à l'emploi, etc. Donc tout ça, c'est vraiment des ateliers à destination de faire de la prévention et de limiter le risque cancer. Et puis, on a un outil d'accompagnement au maintien, au retour à l'emploi, donc qu'on appelle Je reviens, qui est un accompagnement du salarié suite à son cancer et de l'entreprise, donc du manager et des collègues de la personne. Un accompagnement à ce retour à l'emploi. Donc là, on a mis en place, GFLUC a mis en place un dispositif et un process, j'allais dire un process industriel avec des notions de jalons, de phases. C'est un ancien qualiticien qui vous parle, qui permet de faire cet accompagnement réalisé par des professionnels. Alexandra en est une d'entre elles. On va aussi accompagner la personne sur des soins supports en fonction de son besoin. L'idéal est de commencer avant la reprise du travail et ce jusqu'à 1 an après la date de reprise, avec des phases, donc des accompagnements en tête-à-tête entre l'accompagnateur, l'accompagnatrice en l'occurrence, et le bénéficiaire. Et puis des accompagnements du manager, des travaux avec l'ensemble de l'équipe pour traiter tout le questionnement que les collègues peuvent avoir sur la maladie et la personne va revenir avec quoi comme séquelles, comprendre quand on parle de problèmes cognitifs, de quoi est-ce qu'on parle, quand on parle de fatigue, de quoi est-ce qu'on parle, etc., etc. Donc tout ça, c'est l'accompagnement qui est réalisé. Cet accompagnement est gratuit pour le bénéficiaire. Le GFLUC va utiliser ses fonds propres d'un côté, on va solliciter les mutuelles de l'entreprise, les mutuelles de la personne, elles sont différentes. On va aussi demander à l'entreprise une participation si besoin était. Voilà l'ensemble des outils que l'on fait à la fois pour prévenir et pour soutenir la personne sur les séquelles et son retour à l'emploi. Le GFLUC aussi va, sur l'ensemble des fonds qu'il récolte auprès des entreprises et des salariés, aider le monde médical sur le financement de projets de recherche et sur l'amélioration des soins et du confort des malades en centre de soins. Voilà ce que l'on fait. Pour donner quelques chiffres,
on donne à peu près au monde médical 100 000 euros par an. Ça, c'est sur notre région. Sur l'ensemble de la France, c'est entre 1,2 million et 1,5 million au total. Voilà, j'en ai fait la présentation du GFLUC et j'en ai terminé si vous avez des questions. Moi, j'aurais une question pour les entreprises comme Niguet ou Maviflex. Est-ce que vous avez déjà fait face à ce type de situation dans vos entreprises? Sandra, donc vous partiez? Ouais, je vais faire vite. Oui, je vais partir. J'allais envoyer le message. Oui, on a actuellement un collègue qui est en arrêt déjà depuis plus d'un an. Et un autre collègue qui, lui, n'est pas revenu parce que l'issue de sa maladie a été fatale. Donc voilà, c'est un sujet. Et puis effectivement, les chiffres le montrent. Si on ne l'est pas confronté, on le sera. Donc voilà. Je dois vous laisser. Merci pour votre Merci, à participation, bientôt, Sandra. N'hésitez La pas si qualité vous de la avez présentation. des questions après à nous contacter avec Alain. Oui, du coup, il y a les références. Ouais, n'hésitez Super. pas. Merci. Ça sera tout Au sur revoir. Intrano. Merci, Sandra. Henri, et toi, chez Niguet, est-ce que tu as malheureusement dû faire face à ce type de situation? Henri, si tu parles, on t'entend pas. Ah, tu as encore des problèmes de son? Et Yolande? Ah, non. Yolande, chez APF? Alors chez APF, enfin, c'est même au-delà du sujet du cancer. En fait, on a des publics qui ont toutes sortes de handicaps ou de maladies. Donc, effectivement, en fait, qui sont plus ou moins, selon la période et puis l'évolution, compatibles avec le travail ou non. Donc, on connaît ça d'une certaine manière, en fait, en adaptant au fil de l'eau le travail, le temps de travail. Et puis dans la mesure du possible, avec les indications de la médecine du travail pour pouvoir mieux adapter les postes. Donc, oui, voilà, nous, on a eu des personnes, effectivement, qui ont connu des complications durant leur parcours, d'autres qui, malheureusement, ne sont plus là. Donc, oui, nous, on est peut-être un petit peu plus, vu notre population, confrontée à tout ça. Alors, c'est clair que c'est pas un thème simple, mais c'est un thème qui me semblait important d'aborder, justement pour éveiller un peu les consciences, de dire comment est-ce qu'on peut anticiper, autant réfléchir avant, puisque c'est pas de savoir si ça va se passer, mais quand ça va se passer. Donc voilà, c'était l'objectif de ce petit déjeuner. Je remercie le GFLUC et Alain et Alexandra pour toute la préparation. Donc, bien sûr, le support sera mis sur Intrano, ainsi que le podcast, enfin l'enregistrement. Et le prochain sujet donc du mois de décembre, donc du 5 décembre, sera sur fidéliser les collaborateurs, mission vraiment impossible. Donc, pour ça, Julien Maurice, qui a eu une entreprise de nettoyage, viendra nous éclairer avec ses conseils. Donc, je vous dis au mois de décembre et je vous souhaite une belle journée à tous. Une belle journée à tous aussi. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.